Bien bonsoir. Reconstitution du capital semencier. Le gouvernement prévoit une enveloppe de près de 5 milliards de francs CFA. Annonce faite à l'issue de la rencontre interministérielle. Les acteurs du monde paysan y ont été conviés. Les paysans justement du département de Louga demandent l'interdiction de toute manifestation folklorique. Des manifestations à leurs yeux à l'origine du déficit pluviométrique qui frappe le département. L'université de Dakar traîne des séquelles de la dernière crise universitaire, notamment un calendrier bouleversé et jamais revisité jusque-là. Le Mali qui attend les premiers chiffres officiels du scrutin présidentiel de dimanche. Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta sont les deux favoris de cette élection. Le vote s'est déroulé dans le calme. Nous retrouverons notre envoyé spécial tout à l'heure. Le reportage Ramadan de ce soir à 10 jours de la fin. Les commandes torpillent les couturiers à la mode. La taille basse cette année pour les femmes. Près de 5 milliards de francs CFA pour la reconstitution du capital semencier, une annonce du ministre de l'Agriculture lors d'une rencontre interministérielle consacrée au secteur. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a insisté sur l'exigence de semences de qualité. Les associations de paysans ont été conviées à cette rencontre tenue cet après-midi. Nous y revenons avant la fin de ce journal, mais nous restons tout de même dans ce chapitre agriculture pour parler de la superstition ou simplement du phénomène paranormal à l'heure actuelle à Louga. Les paysans du département ont leurs propres convictions. Les manifestations folkloriques sont la cause du déficit pluviométrique qui frappe ce département. Ils demandent leur interdiction pure et simple durant toute la période de l'hivernage. Il faut dire que Louga n'a enregistré que quelques millimètres de pluie, quelques rares pluies et très faibles depuis le début de la saison. Cette année, l'hivernage tarde à s'installer à Louga. Un déficit pluviométrique important a été constaté dans tout le département. Jusque-là, les quelques rares pluies enregistrées ont été très localisées par rapport à l'année dernière. Une situation qui commence à inquiéter les paysans. L'année passée, à cette période, il y avait de la pluie. Nous avions semé nos graines d'arachide. Nous ne perdons pas l'espoir d'avoir un bon hivernage. Par ailleurs, ces paysans dénoncent les manifestations folkloriques qui sont fréquentes à Louga. Ils demandent aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les interdire. Nous demandons à l'État d'interdire certaines festivités folkloriques qui empêchent la pluviométrie. En ce qui concerne les semences, cette année, l'État a mis à la disposition des cultivateurs du département de Louga 1470 tonnes d'arachide, 375 tonnes de niébé et 5 tonnes de sorgho. Ces derniers se félicitent de la qualité des graines, mais leur seul souci, c'est la cherté des prix. À Kolda également, on note un déficit de pluie malgré notamment les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines. Une différence de 268 mm par rapport à l'année dernière et à la même période. Les paysans, en revanche, trouvent plutôt ce rythme favorable à la terre. Un reportage de Abdoulaye Diallo. Selon le dernier rapport du service départemental du développement rural, le cumul de la quantité de pluie enregistrée au niveau du poste de Kolda depuis le début de l'hivernage 2013 est de 162 mm en 22 jours de pluie contre 437 pour l'année dernière à la même période. 195 mm à Dabo en 20 jours, 177 mm à Djulakono en 11 jours et 99 mm à Sarebidji en 6 jours de pluie. Malgré ces importantes quantités d'eau, l'analyse comparative de la pluviométrie au niveau du département de Kolda fait état d'un déficit de 268 mm. Tous les postes pluviométriques sont présentement déficitaires, une situation bien appréciée par les paysans. Jusque-là, nous constatons qu'il avait beaucoup plu durant l'année écoulée par rapport à cette année. Cette année-ci, c'est comme si l'hivernage s'est déplacé.
La quantité de pluie de l'année dernière était plus importante que celle de cette année, mais cela ne nous déplaît pas, car l'irrégularité des pluies favorise un bon développement de nos espèces cultivées. L'état des cultures donne la situation suivante. Les premiers semis de mil sont au stade plantule et début talage. Les premiers semis de l'arachide 6901 sont au stade feuillaison et tendent vers la ramification. L'arachide active, quant à elle, est en ramification et en floraison pour les premiers semis. Le maïs de case est en stade de jeune plant et début montaison par endroit. Les opérations de labour et de semis ont démarré pour le maïs plein champ. Le sorgho du premier semis est en stade de jeune plantule. La pause pluviométrique observée au courant du mois de juin et l'irrégularité des pluies constatées ces derniers temps ont causé un retard des semis sur l'ensemble des spéculations. Je vous l'ai annoncé en début d'édition, cette enveloppe de près de 5 milliards de francs CFA qui sera consacrée à la reconstitution du capital semencier. Le ministre de l'Agriculture l'a annoncé lors de ce conseil interministériel avec le Premier ministre Abdoul Mbaye qui a justement exigé la qualité des semences cette année. Écoutez. Nous venons d'achever la 4e réunion interministérielle, mais cette fois sous la forme d'un conseil interministériel que nous avons cette année consacré à la reconstitution du capital semencier du Sénégal. Comme vous le savez, il ne peut pas y avoir d'agriculture performante sans semences de qualité. Le Premier ministre vient de le dire, la bonne semence garantit 25%, 30% du rendement. Plus les engrais, plus le matériel agricole. Mais la mauvaise semence, comme l'arachide qui est produit depuis 10 ans, c'est la même arachide. Chaque fois qu'il est mis sous terre, récolté, remis sous terre, son pouvoir germinatif est faible. Vous conviendrez avec moi que cet arachide ne va pas aider à la reconstruction du capital semencier. À Tivaouane-Peulh, les promoteurs immobiliers sont indésirables. Les populations craignent une série d'expropriations. Ces promoteurs qui brandissent près de 100 hectares, beau à l'appui, les populations sur place demandent l'arbitrage de l'État du Sénégal. Agressés de tous bords par les promoteurs immobiliers, les populations de Tivaouane-Peulh se disent très inquiètes quant à l'avenir et l'extension de leur localité. Des promoteurs qui viennent s'installer dans la zone avec des titres obtenus auprès des autorités de l'ancien régime libéral. Avec l'avancée des dunes, nous ne pouvons plus cultiver, il n'y a plus de pâturage. À un instant, voilà que surgissent des promoteurs qu'on ne connaît pas d'où ils viennent. Cyprès qui vient brusquement dire qu'il a 100 hectares à Tivaouane-Peulh. Deuxièmement, Mosaïr qui vient réclamer 40 et quelques hectares. Et le programme plan Djahaï qui est là depuis 2007 et qui n'a rien fait, qui occupe toujours les terres sans indemnité. Très en colère contre cette sorte d'expropriation de leurs terres, ces habitants de Tivaouane-Peulh réclament l'arbitrage du chef de l'État. Nous avions déjà mis en valeur nos terres qu'on a achetées depuis, ça fait une décennie. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, est-ce que donc, ceux qui nous ont trouvés ici, c'est-à-dire ceux qui bénéficient des soi-disant baux, est-ce qu'ils doivent être favorisés? Cette minorité doit être favorisée par rapport à la majorité qui est là. Ce que nous voulons, c'est que justice soit faite. Qu'on nous rende nos terres, que l'Institut Mosdaïr se contente de ce qui lui revient en bonne et due forme et qu'il laisse nos terres où on a déjà occupé. Au-delà de ces promoteurs, Tivaouane-Peulh constitue également le principal site de recasement des sinistrés des inondations et des déguerpis de l'autoroute à péage. Nous parlons justement de lutte contre l'accaparement de terres dans les zones rurales, notamment avec les élus locaux de Linguère qui sont à l'école de la gestion du foncier. Ils ont pris part à un atelier organisé par le CONGAD avec l'appui de l'Union européenne. Le choix porté sur Wakhoch est motivé un peu par le fait que nous avons voulu entrer de plein pied dans le département de Linguère dans le cadre de l'élaboration ou de la mise en œuvre d'un outil de participation citoyenne et de bonne gouvernance foncière. L'objectif, c'est plutôt que les populations sachent qu'aujourd'hui, elles ont leur mot à dire dans le cadre de la gouvernance du foncier. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de développement local, d'autodéveloppement sans pour autant que le foncier ne soit discuté, échangé.
Il y a énormément de problèmes, c'est vrai, comme vous avez dit, mais on va vers des réformes sur le foncier. Le président de la République a mis en place une commission nationale de réforme et je pense que les recommandations qui sortiront d'ailleurs de cet atelier pourraient contribuer à l'élaboration, n'est-ce pas, des réformes sur le foncier. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le répit est pratiquement devenu un luxe des professeurs au personnel administratif, passant par les étudiants. Difficile de s'aménager un moment de congé, une conséquence simplement de la crise universitaire qui pèse lourd sur le calendrier. Alioune Diagne, Ibrahim Djoumaba. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le respect du calendrier universitaire est devenu un réel problème. Depuis 2 ans, la plupart des facultés fonctionnent jusqu'au mois de septembre. C'est le cas de la faculté des lettres et sciences humaines. Le problème, c'était principalement au niveau de l'université Cheikh Anta Diop et surtout la faculté des lettres et sciences humaines où vous avez des effectifs que tout le monde connaît. Quand vous avez près de 27 000 à 30 000 étudiants, il va sans dire que vous pouvez prendre une année de plus, mais vous ne terminerez pas. Simplement parce que, en dehors des enseignements, vous avez des milliers et des milliers de copies à corriger et ça vous prend du temps avant de pouvoir délibérer. Et c'est cela qui allonge ou prolonge nos années académiques. Les causes sont nombreuses. Les avis partagés sur la question. Le prolongement de l'année universitaire est lié uniquement, bien sûr, et je dis bien uniquement, aux grands effectifs que notre université a. Nous, à notre niveau, je pense que ce qui est dû à cela n'est rien d'autre que cette grève-là. Jusque-là, on est en train de rattraper, mais donc on est obligé de rester ici chaque vacances. Pendant 3 mois, on est là jusqu'au mois de septembre, voire même octobre. On a eu à voir des grèves, des amicales, répercutées sur le calendrier scolaire. La communauté universitaire est secouée par cette prolongation mal maîtrisée. Certains pensent qu'elle a des répercussions néfastes chez tous les acteurs. Les étudiants sont souvent fatigués, ils sont à bout de souffle vers le mois de juillet. Il y a des difficultés pour allier l'encadrement, les études, le carême. On n'a plus ces possibilités de récupérer comme il le faut. On voit des surmenage, on voit des étudiants qui perdent le nord, tu vois. C'est un problème qui a pas mal de conséquences. Une année universitaire normale commence en octobre et se termine en juin. Les rattrapages sont d'ordinaire organisés un peu avant la reprise des cours. Avec le système LMD, il est recommandé 14 semaines de cours pour chaque semestre. Un peu d'histoire à présent avec le BEPC et le DFEM, des diplômes ancêtres du BFM institué depuis 1985. Cette évolution est bien entendu le fruit de plusieurs réformes. La dernière date de 2004. C'est un sujet de Alioune Diagne, Djibilay Diop et Amina Sow. Le brevet de fin d'études moyennes, un examen qui fait son temps. Du brevet d'études du premier cycle au diplôme de fin d'études moyennes, différentes réformes ont ponctué l'organisation de cet examen. Le BEPC s'adressait aux élèves régulièrement inscrits dans les établissements scolaires ou aux candidats libres, mais il préparait surtout les élèves à l'enseignement secondaire, alors que les candidats au brevet élémentaire étaient généralement destinés soit à l'enseignement, soit à d'autres profils de carrière. L'organisation a connu un peu des hauts et des bas, avec quelquefois des abus, ce qui a amené l'autorité à réformer à partir de 1977 en instituant le DFEM, le diplôme de fin d'études moyennes. La première session a été très dure pour les candidats. C'est uniquement des épreuves écrites et par rapport aux anciens taux d'admission qu'on connaissait au BEPC, c'était vraiment la catastrophe. En 1985, le BFM remplace le DFM. Des révisions sont faites sur la forme et sur les épreuves proposées aux candidats. Beaucoup de gens se plaignaient du niveau des admis au BFM. Parce qu'effectivement, il y avait des enfants qui réussissaient au BFM dont le niveau était particulièrement faible. Et en 2004, donc, une réflexion a été déroulée et la réforme a consisté pour l'essentiel à faire que toutes les épreuves du BFM soient faites à l'écrit. C'est la réforme la plus importante.
Ça prouve que véritablement, du point de vue de l'observation des épreuves, de l'application des épreuves, il y a beaucoup plus de sincérité et il y a beaucoup plus d'objectivité. D'autres modifications dans l'organisation, la déconnexion du passage en seconde de l'admission au BFM. Quand les résultats ont commencé à tomber en 2004, en 2005, la moyenne nationale tournait autour de 35-37%. Ça posait donc un problème d'effectif au niveau des classes de seconde. Et c'est pourquoi on a déconnecté maintenant le passage en seconde de l'admission au BFM. Mais vous avez raison, ça pose un certain problème parce qu'il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui n'ont pas le BFM, qui arrivent en seconde, qui surchargent les classes et qui ont des problèmes réels de niveau. Autant de réformes qui suscitent aujourd'hui débat autour de la valeur du brevet de fin d'études moyennes comparé au BEPC et au DFM. Le BFM ne donne plus droit à une fonction. Aujourd'hui, même dans l'éducation, de plus en plus, le diplôme exigé pour le recrutement à l'élémentaire, à l'EFI, c'est le bac. Les volontaires, ça va passer progressivement du brevet au bac. Il a de la valeur. Aujourd'hui, si vous voulez faire la police, la gendarmerie, etc., vous êtes obligé d'avoir le brevet, le BFM. Et c'est pour cela d'ailleurs que la réforme de 2004 est née. C'est pour valoriser le diplôme. Le mois de Ramadan, c'est bien connu, est une mauvaise période de collecte pour le Centre national de transfusion sanguine de Dakar. Les camps militaires ainsi et les donneurs d'autres confessions comblent le manque, s'y ajoutent quelques dispositions prises par le personnel de ce centre. Nafissatou Silla. Des couloirs et des salles vides, c'est le décor qu'offre le Centre national de transfusion sanguine. Ramadan oblige. Peu sont les donneurs qui viennent renforcer la banque de sang. C'est la période la plus difficile pour le Centre national de transfusion sanguine. Parce que vous savez, la majeure partie de la population est musulmane. Ces jeunes dames sont venues donner un peu de leur sang durant ce mois béni. Un acte noble pour elles, bien qu'elles soient d'une autre confession. Je suis venue de Mbour parce que avec le Ramadan, les banques de sang ont besoin de personnes pour les dons. Alors je suis venue ici avec mes grandes sœurs, mes petites sœurs pour donner du sang. Et comme je jeûne pas, je suis catholique, pourquoi pas venir et donner? Ramadan et dons de sang ne font pas bon ménage. Beaucoup de jeûneurs ont peur de donner de leur sang. Pour les spécialistes de la santé, c'est compréhensible. Quand on effectue un don de sang, on perd quand même 400 à 500 millilitres de liquide. On conseille de boire beaucoup, de se reposer, de ne pas faire donc de gros efforts physiques, au moins dans les 6 heures qui suivent. Je reconnais que ce n'est pas les conditions idéales, c'est pas les conditions idéales du don de sang. En cette période de jeûne, le Centre national de transfusion sanguine peine à trouver convenablement une quantité suffisante de sang, mais pour combler le gap, une politique est mise sur pied. Nous sommes obligés d'ailleurs chaque année de faire appel à nos amis chrétiens, d'aller voir au niveau de l'armée. Tout dernièrement, nous venons de l'école de gendarmerie de Fatick et nous nous préparons. On a écrit au général. On attend la réponse, c'est pour aller au niveau de banque. Ces actions nous permettent quand même, au moins dans les 3 premières semaines du mois de Ramadan, de ne pas être en déficit aigu. Bien sûr, il y a une sensibilisation que nous faisons aussi par rapport aux médecins, aux chirurgiens, pour que tout ce qui peut être programmé, notamment les opérations qui peuvent être programmées, qu'on le fasse après le Ramadan pour réduire l'utilisation. Ramadan ou pas, tout Sénégalais apte à le faire doit donner de son sang, car aujourd'hui on peut être donneur de sang et demain se retrouver receveur. Les habitants de la rue 3, angle 8 de la Médina retrouvent leur sérénité. L'immeuble menaçant ruine sur les lieux a été démoli finalement ce matin par la préfecture de Dakar. Samedi, ces Médinois sonnaient l'alerte sur cette antenne. Le décès de l'ancien ministre Assane Diagne, responsable politique qui a été également le directeur de la SICAP. Il est décédé des suites d'une maladie. Présidentielle au Mali, le pays attend les premiers chiffres officiels du scrutin d'hier, scrutin qui s'est déroulé normalement et dans le calme selon les observateurs. Pour l'heure, les premières tendances sont plutôt favorables
à Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé qui s'attend quant à lui à un second tour. Ibrahim Kane, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors, quel est le point de la situation au Mali? Vous l'avez dit Khalifa Diakhaté, aujourd'hui une question brûle toutes les lèvres. Qui sera le prochain président du Mali et le sera-t-il à l'issue de ce premier tour? On ne saurait le dire pour le moment sans risque de nous tromper. Mais une chose est sûre, ce sera soit IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, comme l'appellent les Maliens, ou Soumaïla Cissé de l'URD. Ce qui confirme bien sûr les sondages avant même la tenue de ce scrutin. Présentement, aucun résultat n'est communiqué par l'administration territoriale chargée de publier les résultats de ce scrutin. Il faut attendre peut-être la journée de demain ou bien après-demain. Toutefois, les premiers résultats que donnent les radios privées ici au Mali, ainsi que ceux qu'on a pu glaner au niveau des centres de vote, Ibrahim Boubacar Keïta serait largement en tête avec des écarts de voix assez considérables. Rappelons que hier, jusque tard dans la nuit, après les premiers résultats donc donnés par la presse privée, les partisans de IBK ont sonné une grande mobilisation au niveau de leur quartier général en scandant IBK Tahoclé, comprenez par là IBK président dès le premier tour, mais quelques heures après, le camp adverse en a fait de même. Et aujourd'hui, aussi vous l'avez dit, le candidat Soumaïla Cissé a déclaré qu'il y aura bel et bien un second tour. Alors, Ibrahim Kane, les observateurs, notamment de l'Union européenne, estiment que le taux de participation dépasserait les 50%. Alors, avez-vous une idée de la participation au niveau, le taux de participation à Kidal? À Kidal, présentement, on ne saurait le dire parce que l'administration territoriale, on s'est rapproché de cette administration, mais pour le moment, ils nous disent d'attendre la journée de demain ou après-demain pour pouvoir nous communiquer le taux officiel de participation. Mais retenez que dans l'ensemble, la participation a été massive. Comme vous le soulignez, les observateurs de l'Union européenne l'ont dit, un taux qui dépasserait les 50%. Mais pour le moment, aucun chiffre n'est donné par les officiels. Ibrahim Kane, merci. Et je propose du coup d'écouter les impressions des électeurs rencontrés par Ibrahim Kane. Nous y revenons dans d'autres éditions. Et nous poursuivons avec cette élection malienne. Les Maliens établis à Dakar ont également voté. Ils se sont massivement déplacés également. Et ils saluent notamment le déroulement du scrutin sur place à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les ressortissants du pays veulent un président qui cultive l'unité nationale. Écoutez. Les premières tendances se dessinent. Le temps de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux. La communauté malienne présente à l'université Cheikh Anta Diop salue le bon déroulement de la présidentielle. Avec les moyens de communication que nous avons ici, nous sommes plutôt satisfaits de l'état actuel des choses. Et ils ont dit qu'il n'y a pas eu presque d'incidents, ça s'est bien déroulé. La participation a été massive, plus qu'en 2007. Donc nous sommes vraiment satisfaits de la situation actuelle au Mali. Toutefois, cet homme, représentant d'un des candidats en lice, revient sur quelques problèmes notés dans son bureau de vote. Il y a eu des électeurs qui avaient des problèmes pour retrouver leur nom, soit disant que leur photo était là, mais leur nom était différent. Soit ils ont le nom de quelqu'un d'autre à la place. On a même rencontré sur le fichier électoral qu'il y a des personnes, il y a des électeurs qui ont deux fois leur nom, mais avec des photos différentes. De l'unité nationale à l'amélioration des conditions d'études, en passant par une large couverture sanitaire, ces étudiants attendent beaucoup du futur président. En premier lieu, d'abord, il y a surtout le niveau étudiantaire d'abord, surtout l'université. Bon, je pense que c'est l'élément majeur plutôt. Comme tout bon citoyen, il y a des axes pour le développement. Nous avons, notre principal souci, c'est l'éducation d'abord. La paix au Mali, la situation dans laquelle on se trouve actuellement, que le président soit quelqu'un qui puisse régler cette situation et puis donner aux Maliens ce qu'ils attendent de lui, puisque vous avez vu la participation des Maliens à cette élection, c'est qu'ils attendent beaucoup du président. Un Mali réunifié, un président rassembleur qui pèse la moindre de ses décisions, tel est le vœu tant désiré par ces étudiants maliens, hâte de revoir le Mali qu'ils avaient connu.